Nous vivons dans un monde que nos ancêtres auraient à peine reconnu. À travers le monde, l'impact de l'ingéniosité humaine est désormais omniprésent. Nous avons repoussé les limites de notre planète en atteignant des vitesses, des profondeurs et des hauteurs qui auraient coupé le souffle de nos ancêtres. La force motrice derrière tous ces exploits est le don extraordinaire de l'humanité pour l'invention. Grâce au génie et à l'inspiration, nous avons créé des solutions exceptionnelles à des problèmes complexes, du banal au spectaculaire, certains bons et d'autres moins bons. Cette série célèbre les innombrables façons dont nos grandes inventions ont transformé le monde dans lequel nous vivons. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Cette invention façonne notre monde depuis plus de 10 000 ans. Elle a permis aux Européens de se lancer dans de grandes expéditions de découverte et depuis l'Antiquité, elle a stimulé la croissance du commerce. Peu d'inventions ont autant changé notre quotidien à travers le monde et le temps. Dès le Moyen-Âge, les femmes l'ont influencé en participant à sa production et les érudits de l'époque louaient ses propriétés médicinales. Elle contient beaucoup d'ingrédients bénéfiques. Elle a également révolutionné notre système monétaire, a inventé les technologies de réfrigération mais par-dessus tout, a rassemblé les gens. Elle est liée à l'amitié, au plaisir. Nous parlons de la bière. On trouve de nombreux types de bières dans le monde. Les Anglais adorent la ale. Aux États-Unis et en Asie, on préfère la lager légère. Les Tchèques optent pour la Pilsner, légère mais plus amère que la lager. La Witbier séduit le sud de l'Allemagne. Malgré ces différences, la bière a un point commun partout dans le monde, elle rassemble les gens. Elle peut se déguster en famille, avec des collègues après le travail, entre amis lors d'une fête, ou avec des inconnus dans un bistrot. Bien sûr, pour moi, boire une bière, c'est aller au pub et faire ce que vous êtes censé faire, c'est-à-dire commander une pinte dans un pub quelque part et avec des amis. Elle est liée à l'amitié, au plaisir, à l'été, à la communauté. Ce sont toutes ces choses qui la rendent attirante. La bière est brassée de la même manière depuis des millénaires, mais malgré un processus long et élaboré, la liste des ingrédients est simple. En fait, tout ce qu'il faut, c'est de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Voici le malt que nous utilisons, c'est un peu la palette du brasseur et évidemment, cela influence aussi le goût. La plupart des brasseurs achètent aujourd'hui du grain déjà malté. Les grains sont trempés directement dans l'eau, ce qui les fait gonfler. Ils sont mis à germer, avant d'être séchés. Les pays chauds utilisent le soleil, alors que les plus froids utilisent un four et cette légère cuisson crée du sucre. Le malt est ensuite broyé puis bouilli dans beaucoup d'eau avant de devenir une purée. Une sorte de bouillie onctueuse. Le mot est obtenu en filtrant la purée. On ajoute ensuite des houblons. Les variétés utilisées influencent grandement le goût de la bière. La dernière étape est d'ajouter la levure à la bière. Elle transforme le sucre du malt en alcool et réalise la fermentation qui dure quelques jours. C'est également la levure qui produit l'acide carbonique et qui crée un dépôt de mousse sur la bière. Les bases du brassage de la bière ont peu évolué au fil du temps. Mais qui eut cette idée en premier ? Il est difficile de dire précisément qui l'a inventé. C'est comme la roue, une grande invention qui a changé le monde et le quotidien des gens, mais si lointaine qu'il n'existe aucune trace de ses origines. Cela pourrait très bien être une découverte fortuite. Des scientifiques pensent que la bière a été créée par la nature.
exposée trop longtemps au soleil. La bouillie fermenta et devint ainsi la première bière. Mais cela reste invérifiable. Sans la culture du grain, le brassage de la bière serait impensable. Il est donc logique de penser que les premiers brasseurs ont dû abandonner leur vie nomade afin de se sédentariser. Il faut un sol fertile pour cultiver du grain. Les scientifiques pensent que la bière a été inventée dans diverses parties du monde où ces conditions favorables étaient réunies. Dans la zone subsaharienne de l'Afrique du Sud, en Chine, au Japon, dans les Andes sud-américaines et au Moyen-Orient. La première civilisation à maîtriser l'art du brassage de la bière fut celle des Sumériens, aujourd'hui l'Irak et la Syrie. Ils brassaient déjà 9 sortes de bières différentes. Les dames de la haute société raffolaient particulièrement de la bière à l'amidonnier adoucie au miel, tandis que le peuple se contentait d'une bière légère et basique. Des scientifiques allemands ont tenté de recréer la bière sumérienne, ce qui a donné une bière très trouble avec des résidus de pain. Avec nos goûts actuels, nous la trouverions peu appétissante avec sa texture rebutante. Elle était également très acide et laissait une sensation de brûlure désagréable dans la gorge, un peu comme après un vomissement. Avec seulement 1,6% d'alcool, elle n'est pas idéale pour la fête car il faudrait en boire des litres pour danser sur les tables. Les premiers brasseurs ne comprenaient pas le processus de fermentation utilisant des levures sauvages imprévisibles. Les brasseurs d'aujourd'hui se servent des levures pour réguler le taux d'alcool de leur bière. Des baies et des fruits étaient ajoutés à la bière pour la faire fermenter. On pouvait aussi y ajouter du miel et des jus de fruits pour apporter de la levure, ce qui est très important. Pour intégrer de la levure à la bière, on peut également cracher dedans car la salive contient de la levure. Ça a l'air répugnant, mais c'est l'une des plus anciennes méthodes de fermentation. Encore aujourd'hui, des bières andines locales comme la Kika utilisent de la salive humaine comme levure. On peut aussi se servir d'un aliment de base déjà riche en levure, comme le pain. Pour les anciens Égyptiens, pain et bière étaient déjà inséparables. Certains objets funéraires représentent d'ailleurs une brasserie jouxtant une boulangerie, d'où la levure pouvait rapidement passer dans la bière. La bière étant très appréciée en Égypte, elle suscite l'intérêt des autorités nationales. Ils introduisirent une taxe sur la bière afin de remplir les caisses de l'État, soi-disant pas pour l'argent, mais pour protéger la santé de leurs citoyens. Officiellement, cette taxe vise à prévenir l'abus d'alcool. Cette idée trouve encore un écho de nos jours dans les pays scandinaves, où les boissons alcoolisées sont lourdement taxées pour limiter la consommation. Ailleurs aussi, la bière génère d'énormes revenus fiscaux, notamment grâce à la TVA, l'impôt sur les sociétés et les droits de douane. La bière est en effet un facteur économique de taille et l'une des marchandises les plus importantes au monde. Rien qu'en 2018, on estime à 2 milliards d'hectolitres la production de bière. La bière est aujourd'hui la boisson la plus répandue au monde après le thé et l'eau. Mais dans le passé, son importance était bien plus grande, car l'eau contaminée pouvait provoquer des épidémies au Moyen-Âge. Les gens buvaient de la bière pour éviter de tomber malades. Même les enfants et les femmes enceintes en consommaient. Aujourd'hui, personne ne donnerait de la bière à ses enfants. Il se vrai que leur faire boire de la bière ne semble pas être une bonne idée. Un autre avantage de la bière est sa richesse nutritive et calorique. 1 litre couvre environ 1/5 des besoins énergétiques quotidiens d'une personne et elle rassasie également. En Égypte, les surplus de céréales servaient à brasser la bière et grâce aux inondations régulières, les terres du delta du Nil étaient fertiles et productives. Dans l'Antiquité, on surnommait cette région le panier à pain de l'Empire romain. Les Romains et les Grecs méprisaient la bière et étaient de grands amateurs de vin. La bière était vue comme la boisson des barbares, des tribus germaniques et celtes, du nord inhospitalier. Les érudits moquaient ces cultures.
Le médecin grec Galien de Pergame qualifia la bière de féminine, ce qui n'était guère un compliment. Un élève d'Aristote décrivit ensuite la bière comme une céréale ayant dévié de sa nature et ayant un peu pourri. Romains et Grecs associaient fermentation et décomposition et préféraient le vin. Cette critique à l'encontre de la bière existe encore de nos jours. Les amateurs de vin sont éduqués et raffinés, alors que les buveurs de bière sont perçus comme grossiers et bruyants. Cela n'a pourtant pas empêché le succès de la bière. Dans le premier pays amateur de bière, chaque citoyen tchèque boit en moyenne 141 litres de bière par an, contrairement à la consommation de vin qui baisse. Même en Italie et en France, les adultes en boivent aujourd'hui moins de 50 litres par an en moyenne. La plus grande quantité de bière, soit environ 380 millions d'hectolitres, est produite par la Chine, les États-Unis, le Brésil et le Mexique. L'Allemagne en cinquième produit environ 93,6 millions de litres. Mais c'est en Allemagne que se trouvent les origines du commerce de la bière. La bière fut l'une des marchandises les plus importantes de la Ligue hanséatique au Moyen-Âge. Les marins marchands de cette alliance commerciale européenne gagnaient pas mal d'argent en exportant ce jus d'orge, et l'exportation a toujours stimulé la production. Hambourg devint ainsi la brasserie officielle de la Ligue hanséatique. Vers la fin du XIVe siècle, la ville produit plus de 200 000 hectolitres de bière annuellement, bien plus qu'aujourd'hui. Ce sont principalement les nations maritimes qui se sont transformées en amateurs de bière. Les maladies se propageaient rapidement à bord et ils pouvaient passer des jours voire des semaines sans pouvoir trouver d'eau fraîche. La solution fut la bière, qui reste exempte de germes, mais même sa durée de conservation était limitée. Si elle tourne, c'est la catastrophe. En 1588, par exemple, lors de la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'armada espagnole, les Anglais décidèrent de partir combattre les Espagnols en emportant avec eux énormément de fûts de bière. Une grande partie de cette bière était devenue, avec le temps, aussi corrompue que l'eau qu'ils cherchaient à éviter, et il est curieux de constater que la mauvaise bière semble avoir tué plus de gens que les Espagnols n'ont réussi à en abattre. L'oxygène et la chaleur favorisent la prolifération des bactéries qui dégradent la bière, et après quelques semaines, la bière tournait et devenait un problème pour les marins et les navires. Le houblon est ce qui donne à la bière son arôme et lui confère un goût légèrement amer, mais il permet surtout de prolonger la durée de conservation de la bière. Une de ses plus grandes partisanes est Hildegard von Bingen, une religieuse qui sut reconnaître ses propriétés bénéfiques. Avec son amertume, il éloigne la putréfaction des boissons et les conserve plus longtemps. Le houblon révolutionna la production de bière. Cette nouvelle substance est probablement répandue à partir de l'Europe de l'Est suite aux invasions dites barbares. Il était désormais possible de brasser une bière qui resterait fraîche pendant des semaines, voire des mois dans des conditions idéales. Le houblon fut le dernier ingrédient à être ajouté à la bière. Avant le houblon, les bières étaient agrémentées avec des herbes. Myrte et laurier, romarin et gingembre, anis ou cerise pouvaient être ajoutés dans le brassage. On utilisait aussi la jusquiame, le pavot à opium, l'armoiseau encore la belladone, mais elles étaient toxiques. Les herbes étaient si faiblement dosées que les buveurs de bière ne subissaient aucun dommage sérieux. Toutefois, elles pouvaient parfois entraîner des rencontres avec des licornes roses, une paranoïa à l'égard d'ombres menaçantes ou rendre le monde plus coloré pendant quelques heures. Le houblon, en revanche, ne provoque pas d'hallucinations, bien qu'il fasse partie de la famille du chanvre et ne coûte qu'un tiers du prix des mélanges d'herbes. En 1516, la loi allemande sur la pureté de la bière est créée. Elle est toujours en vigueur aujourd'hui et limite les brasseurs à n'utiliser que l'eau, l'orge et le houblon dans leur bière. Cette loi était très moderne car on ne parlait pas beaucoup de protection du consommateur il y a 500 ans. Cette loi était nécessaire car la bière de l'époque était souvent frelatée avec diverses herbes. Les brasseurs ajoutaient de la bile de bœuf,
Des coquilles d'œufs ou des pommes de pin pour masquer le goût de la bière avariée. Mais les brasseurs frauduleux étaient persécutés. Les inspecteurs les forçaient à boire la bière gâtée, où le fond de leur tonneau était brisé pour renverser le contenu. C'est de là que vient l'expression taper le fond du tonneau. Le houblon est aujourd'hui utilisé comme aromatisant et il existe plusieurs variétés. Il existe entre 200 et 250 variétés différentes de houblon. Je peux venir influencer l'arôme de la bière en fonction de mes choix et de mes envies. On peut venir insuffler à la bière des saveurs d'agrumes ou même l'imprégner d'effluves de fruits tropicaux, comme celle de l'amande ou du fruit de la passion, par exemple. Ou alors, je peux opter pour des variétés de houblon plus traditionnelles qui apporteront des notes florales, idéales pour les pilsners ou les lagers. En fait, presque tout est possible. Le goût du houblon dépend de sa région de culture. La culture du houblon se concentre dans quelques zones géographiques car il ne prospère que dans des climats très spécifiques. Les principaux producteurs se trouvent en Allemagne, en République tchèque, aux États-Unis, en Chine et en Australie. 85% de la production mondiale de houblon y est récoltée. Peu de brasseurs ajoutent directement les fleurs de houblon dans le mou. En attendant, les producteurs internationaux compressent le houblon en granulés car plus pratique et moins volumineux. Le moment de l'ajout du houblon est également un moment déterminant. En règle générale, plus on ajoute de houblon tardivement et plus la température est basse, plus l'arôme est préservé. Malgré sa longue conservation, la bière n'était pas très populaire dans l'Antiquité tardive. Une institution freinait son expansion. En Europe chrétienne en 817, une lutte culturelle autour de la bière faisait rage. L'Église cherchait à interdire la bière, mais les moines voulaient l'autoriser durant le carême et luttèrent férocement pour la faire reconnaître en tant que boisson médicinale. Et cette idée était loin d'être absurde. La bière est une boisson isotonique saine avec de nombreux ingrédients bénéfiques. Elle peut avoir des effets préventifs, comme lutter contre le cancer ou renforcer le système immunitaire. Elle serait idéale, mais sans l'alcool. La teneur en alcool de la bière est également l'argument principal des opposants au IXe siècle. Bien que l'alcool soit interdit pendant le carême, les amateurs de bière soutiennent que les liquides ne rompent pas le jeûne. La bière trouva un soutien inattendu. Le pape. La légende raconte que des moines allemands décidèrent d'envoyer un tonneau de bière à Rome. Mais le voyage à travers les Alpes fut si long que la bière, ballottée et secouée, devint aigre. Quand le pape y goûta, il la trouva horrible et s'exclama « Qu'est-ce que c'est que ça? Si les moines veulent boire ça, alors qu'ils se punissent eux-mêmes avec. » Les synodes d'Aix-la-Chapelle classèrent officiellement la bière comme boisson médicinale en 817 et elle put donc être consommée durant le carême. Les monastères en Europe devinrent des centres de brassage. Même la plus ancienne brasserie, Weihenstephaner, était un monastère. Située dans le sud de l'Allemagne, près de Munich, elle obtint en 1040 le droit de brasser de la bière par la ville de Freising. Et depuis presque un millénaire, la bière y est produite. Aujourd'hui, d'autres monastères brassent de la bière, comme la bière trappiste belge. Elle est très populaire parmi les connaisseurs de bière dans le monde entier. Elle a une teneur en alcool supérieure aux autres, car elle continue de fermenter dans la bouteille. Le principe est à peu près le même que pour le champagne. En ajoutant du sucre lors de l'embouteillage, une seconde fermentation est alors amorcée, donnant un arôme complexe et varié à cette bière qui peut avoir un goût différent, selon quand on la déguste. Mais la culture de la bière en Belgique est diversifiée au-delà de la trappiste. Les cafés à bière locaux proposent souvent des centaines de types de bières différentes dans certains établissements. Ce chiffre atteint même 3000 ou plus. Les Belges ont rendu hommage à la bière en 2016 en l'inscrivant sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Elle se retrouve aux côtés de la pizza italienne, de la rumba cubaine et du yoga indien. Le célèbre Oktoberfest de Munich devrait aussi figurer comme héritage culturel, selon son responsable. C'est l'un des plus anciens et des plus grands festivals populaires au monde. La première édition a eu lieu du 12 au 17 octobre 1810 à l'occasion du mariage du prince héritier de Bavière, Ludwig, avec la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Les citoyens eurent l'occasion de porter un toast aux jeunes mariés lors du festival. Aujourd'hui, plus de 6 millions de visiteurs trinquent annuellement à la Theresienwiese de Munich avec 7 millions de litres de bière. Le reste de l'année, on la boit dans les jardins, les pubs et les restaurants. Au Moyen-Âge, il était courant que les brasseurs soient établis par une nouvelle génération et gérés comme des établissements publics. Il est difficile d'exagérer l'importance de la taverne ou de l'auberge, ou de ce que nous appellerions aujourd'hui le pub, dans la vie de la cité médiévale et du début de l'époque moderne. Ces tavernes étaient des lieux de rencontre, des endroits où les étrangers pouvaient séjourner. Les auberges existaient déjà sous l'Empire romain. À Pompéi, par exemple, il y avait statistiquement une taverne pour 125 habitants. Au XIVe siècle, les citoyens de Hambourg étaient chanceux et pouvaient profiter d'environ 531 brasseries pour 7000 habitants, soit une pour 13 amateurs de bière. De nos jours, Londres possède quelques 3500 pubs pour 9 millions d'habitants. L'âge d'or des pubs semble aujourd'hui révolu. À Londres, le nombre de pubs a chuté de près d'un quart ces 15 dernières années. La concurrence a toujours été rude et au XIVe siècle, l'administration de la ville doit intervenir. À Londres, les enseignes des tavernes devenaient si imposantes que le gouvernement dut intervenir pour limiter leur taille. Il est désormais interdit d'avoir une enseigne de brasserie ou de taverne qui fasse plus de 2 mètres de long, car elles encombraient tout simplement les rues de Londres. La levure est essentielle, car elle est responsable de la fermentation de la bière. Pourtant, elle n'est pas présente dans la loi allemande sur la pureté de la bière. Pourquoi ? Le problème, c'est que la levure est invisible. Les gens se rendaient compte qu'il se passait quelque chose dans le processus de brassage, mais ne pouvaient l'expliquer. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'une substance mystérieuse déclenchait le processus de fermentation et transformait magiquement les ingrédients en bière. Grâce à Louis Pasteur et ses études sur la bière de 1876, nous avons enfin compris le processus de fermentation. Il avait aussi démontré que ces micro-organismes aéroportés étaient présents presque partout, sur notre peau ou sur les fruits et les plantes, par exemple. La bière d'aujourd'hui est influencée par les levures du passé, d'où son goût féminin. La levure de bière migra dans la bière et pendant plus d'un siècle, les brasseurs étaient surtout des femmes. Comme Katharina von Bora, une jeune femme qui a pris l'art du brassage dans un cloître et qui choisit de devenir nonne à ses 16 ans. Plus tard, elle découvrit que la vie derrière les murs du monastère ne lui convenait pas totalement. Au bout de 8 ans, elle s'échappa du monastère avec quelques sœurs pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Elle épousa à l'âge de 26 ans le réformateur Martin Luther en personne. Elle gère son foyer et, comme toutes les femmes de cette époque, brasse sa propre bière qu'elle sert à son mari et à ses invités. Le brassage était considéré comme un travail féminin, car il faisait partie des tâches ménagères. Dans les brasseries médiévales, il y avait plus de femmes que d'hommes. Elles étaient serveuses mais aussi au chaudron de brassage. On pense souvent que les femmes sont réellement entrées dans le monde du travail au XXe siècle. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que cela n'est pas vrai. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est la manière dont ces femmes, qu'elles aient été épouses ou veuves de brasseurs, ou encore héritières de brasseries, sont entrées dans ce business. Au Moyen-Âge, d'autres femmes étaient aussi associées à la bière. Les prétendues sorcières de la bière, qu'on accusait si une bière avait un goût aigre ou altéré.
On les soupçonne de s'infiltrer la nuit chez les brasseurs sous forme de chats ou de se baigner dans les cuves de brassage. Ces femmes n'avaient bien sûr rien à voir avec la bière gâtée. Louis Pasteur découvrit bien plus tard que les fermentations incontrôlées étaient responsables, mais n'avait pas de solution. Emil Christian Hansen, un scientifique danois, y parvint en 1883. Il réussit pour la première fois à cultiver de la levure en laboratoire. L'invention de la levure en culture correspond à la naissance de la science moderne du brassage, l'une des innovations les plus marquantes de l'histoire de la brasserie. On peut depuis ajouter la levure de manière ciblée et contrôlée. Cette découverte lança la production à l'échelle industrielle. On pouvait désormais brasser toute l'année pour amortir les dépenses liées aux machines. Mais un brassage sur l'année confronte les brasseurs à de nouveaux défis. Gabriel Siedelmayer, maître brasseur à Munich, acheta la plus petite brasserie de la ville en 1807. Il transforma son établissement, la brasserie Spartan, en une entreprise industrielle moderne. Mais il rencontra des difficultés financières. Nous adorons la bière fraîche en été, la haute saison pour la bière, mais également là où Siedelmayer réalise ses plus hauts revenus. Mais pour gagner de l'argent en été, il doit en investir en automne et en hiver. La banque de Siedelmayer lui accorda un crédit à découvert à court terme, lui permettant de maintenir ses liquidités. Je n'ai jamais pensé à la bière lorsque je consulte mon compte en banque, mais grâce à elle, je peux dépenser de l'argent que je n'ai pas où être à découvert. De nombreux clients bancaires à travers le monde utilisent ces découverts notamment pour emprunter de petites sommes. Siedelmayer parvint à combler son déficit grâce à cette nouvelle ligne de crédit. En recevant le prêt, la brasserie de Siedelmayer a pu poursuivre sur sa lancée triomphale. Des producteurs choisirent des moyens plus traditionnels pour lever des fonds. Au XIXe siècle, des brasseries se transformèrent en sociétés par action. Il n'était plus possible de financer le brassage industriel avec des actifs personnels. Les brasseurs industriels devaient aussi faire face à un problème très concret, la température. Avant, on brassait en hiver. La fermentation est favorisée par la chaleur, mais elle fait aussi tourner la bière. Seules des températures basses garantissent la stabilité des bières. Il fallait un système de refroidissement pour l'été. Au XIXe siècle, des compagnies internationales produisaient et vendaient des blocs de glace. Mais évidemment, c'était surtout une affaire hivernale et elles ne pouvaient récolter leur glace que pendant les quelques mois froids lorsque l'eau était gelée. Selon Louis Pasteur, il fallait 1 kilogramme de glace pour brasser 1 litre de bière. La demande des brasseurs en glace était absolument énorme. Les brasseurs utilisaient de la glace provenant d'étangs peu profonds qui gelaient rapidement en hiver. Cette glace était loin de suffire à la demande car elle n'était disponible que quelques mois par an. Il n'y en avait tout simplement pas assez pour le reste de l'année. Une autre solution s'imposait. Karl von Linde, un ingénieur, inventa une machine à glace par compression d'ammoniac, autrement dit, un énorme réfrigérateur. Siedelmayer n'hésita pas et acheta en 1875 le premier modèle de machine à glace dans sa brasserie Spartan. Depuis, le brassage est devenu possible toute l'année. Aujourd'hui, les réfrigérateurs font partie de notre quotidien, mais le fait de pouvoir savourer une bière fraîche chez nous vient de la bière elle-même. Elle a également contribué à lancer la technologie de réfrigération. Une autre innovation atteint l'Europe par la mer. Christophe Colomb passa 70 jours en mer avant de pouvoir atteindre l'Amérique. La découverte du Nouveau Monde n'aurait pas été possible sans la bière longue conservation. À travers le monde, les Européens découvrirent des contrées inconnues, mais aussi des plantes, des animaux et des aliments inédits. Parmi eux, le café et le thé deviendront les principaux rivaux de la bière en Europe. À partir du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe, on assiste à l'essor d'alternatives à la bière, d'autres formes de breuvage non alcoolisés. Le café et le thé, par exemple, font petit à petit leur apparition et les cafés-bars se mettent à se développer au XVIIe siècle.
D'impressionnants cafés émergent dans les villes d'Europe et c'est là que se rencontrent les nouvelles élites bourgeoises. Ces établissements rivalisent avec les brasseries en tant que lieu de rassemblement social et petit à petit, le paysage urbain se transforme. Aujourd'hui, dans presque tous les pays du monde, on consomme plus de café que de bière et la diversité des boissons proposées est quasi illimitée. Les consommateurs d'aujourd'hui ont l'embarras du choix pour étancher leur soif. Au Moyen Âge, les gens étaient parfois tellement pauvres et la nourriture était souvent si difficile à trouver que la bière servait régulièrement de substitut de repas car elle est riche en calories. Ce n'était pas seulement une boisson pour le plaisir, c'était pour certains une boisson de survie. Le voyage de colons changea tout, car il permit de ramener de nouveaux aliments en Europe. Des tomates, des citrouilles, du maïs mais aussi des pommes de terre intégrèrent l'alimentation européenne. La soupe de pommes de terre remplaça la bière chez les classes inférieures. Cette mondialisation ne se limite pas seulement à l'importation en Europe de thé et de café, mais englobe toutes les boissons. Au XIXe siècle débute également le processus d'exportation. Une des plus grandes exportations est une nouvelle sorte de bière qui va être bientôt exportée en Inde. C'est de là que vient la bière India Pale Ale. Lors du voyage de l'Inde vers l'Angleterre, les navires marchands transportaient du thé et au retour ils acheminaient de la bière. Ce périple durait près de 3 mois et traversait différentes zones climatiques. Il fallait donc une bière robuste. C'est pourquoi la India Pale Ale est encore aujourd'hui une bière fortement houblonnée avec une teneur en alcool relativement élevée de 7%. La IPA connaît aujourd'hui un regain de popularité. Les brasseurs de bière artisanale à travers le monde entier s'enthousiasment pour cette bière au parfum particulièrement prononcé. Une autre colonie devient également amatrice de bière, les États-Unis. Mais avant, l'orge n'est pas originaire des États-Unis, dû traverser l'Atlantique. L'Amérique est aujourd'hui la nation industrielle la plus importante, le deuxième plus grand producteur du monde et domine le marché mondial de la bière. Au XIXe siècle, des pionniers audacieux déclenchèrent une révolution. Une grande partie du savoir-faire des brasseurs américains provient à l'origine d'Europe et en particulier d'Allemagne. Au XIXe siècle, de nombreux brasseurs allemands émigrèrent aux États-Unis et jetèrent les bases de l'industrie. Eberhard Anheuser et Adolphus Busch jouèrent un rôle particulièrement important dans ses débuts. Busch rejoignit l'entreprise de son beau-père et la modernisa en introduisant pour la première fois la pasteurisation et la réfrigération. Mais leur innovation la plus marquante fut l'importation d'un nouveau type de bière, la Pilsner. Busch la baptisa Budweiser, du nom de la ville tchèque où il l'a découverte. À la fin du XIXe siècle, les petites brasseries sont mises de côté et les grandes entreprises commencent à dominer les marchés avec de nouveaux clients. L'ère de l'industrialisation voit la formation d'une classe ouvrière dans les grandes villes. Des centaines de milliers de ces travailleurs migrent de la campagne vers les centres urbains. L'industrie brassicole est déterminée à séduire ses nouveaux clients, mais ils n'ont pas le temps de fréquenter les bars et les brasseries en plein air. Il faut donc leur apporter la bière directement. Mais comment faire? Au début du XXe siècle, un changement fondamental s'est produit. La bière était jusqu'ici consommée dans des cruches en terre cuite puis conservée dans des tonneaux. Il est normal aujourd'hui de boire dans un verre ou une bouteille, mais il faut se rendre compte que pendant longtemps, le verre était un matériau coûteux et précieux. C'était un luxe réservé aux rois et aux gens fortunés. Il ornait les lustres ou les miroirs dans des palais comme Versailles, et seule la royauté et la haute aristocratie pouvaient boire dedans. Ce n'est qu'en 1867 que Friedrich Siemens développa une méthode pour produire du verre mécaniquement. D'un coup, la production à l'usine de verre Siemens à Dresde fut multipliée par 66, marquant le début de la production industrielle du verre. Les brasseurs ont hâte de saisir cette opportunité car désormais tout le monde peut s'offrir une bouteille de bière. Les fûts ne peuvent être vendus qu'aux restaurants et aux pubs, alors que la bouteille permet de vendre directement la bière aux consommateurs.
La bière en bouteille modifie également la manière dont les gens peuvent consommer de la bière. Elle leur permet de la boire chez eux ou de l'emporter. Elle permet de nouvelles formes de rassemblements sociaux. Les gens sortant leurs bouteilles de bière pour pique-niquer et faire la fête. Pour que les bouteilles de bière deviennent un véritable succès, un détail devait encore être peaufiné. Les ouvriers aimaient prendre leur bière au travail, ce qui serait impensable aujourd'hui. Pour transporter leur bière, il fallait que les bouteilles soient hermétiques et étanches. Deux inventeurs rendirent cela possible. En 1875 à Berlin, Karl Dietrich inventa la fermeture à étrier, un bouchon en porcelaine avec un joint en caoutchouc. L'Américain William Painter déposa en 1892 un brevet pour la capsule de bouteille. La bouteille de bière pouvait désormais voir le jour. Mais pourquoi sont-elles brunes? En général, la bière est très souvent mise en bouteille bien avant d'être consommée. Le problème, c'est que les rayons UV peuvent provoquer une réaction chimique dans la bière, faisant libérer au houblon une substance amère qui aurait un goût similaire à celui du jet de Moffett. Clairement pas ce que vous voulez dans votre bière. Heureusement, le verre coloré est en fait très efficace pour filtrer ces radiations et c'est pourquoi nous buvons généralement notre bière dans des bouteilles brunes. Les cruches en terre et en céramique laissent petit à petit la place aux verres qui s'installent de plus en plus dans les restaurants et les foyers privés. Cela changea fondamentalement la relation des gens avec la bière. Lorsqu'on nous sert un verre de bière fraîchement tiré, on a encore plus soif rien qu'en le regardant. Il y a quelque chose de sensuel, non seulement dans le goût, mais aussi dans la couleur, la condensation, la fraîcheur. Lorsque les brasseurs fabriquent de la bière, ils réfléchissent au goût, mais également au fait que nous buvons avec nos yeux. La bière idéale varie énormément. Son aspect visuel fait l'objet de nombreux désaccords. Bien sûr, la question de la mousse est très subjective. Certains aiment avoir un beau col épais de mousse sur leur verre. D'autres, notamment nous les Britanniques, préférons en avoir le moins possible. Personnellement, si je bois une bière, je veux que mon verre soit plein à ras-bord. À l'inverse, les brasseurs allemands produisent beaucoup de mousse. Ils ajoutent autant de dioxyde de carbone que possible pour obtenir un gros col de mousse. Et le houblon lui confère une longue durée de vie. Pour d'autres amateurs de bière, c'est la couleur qui compte le plus, ce qui saute tout de suite aux yeux. Les maltes sont des grains germés puis séchés et influencent la couleur de la bière. Plus ils sèchent longtemps, plus la bière est foncée. Des températures élevées peuvent lui donner une teinte plus sombre et le malt coloré peut être utilisé pour brasser de la bière rouge. Les Belges en particulier raffolent des bières colorées. Les États-Unis et l'Asie préfèrent des bières légères comme la Pilsner ou la Lager qui est une bière faible en alcool. La majorité des Japonais, Chinois et Coréens tolèrent peu l'alcool. Les recherches suggèrent que le riz en serait la cause, car il y a 7 à 10 000 ans, les Chinois le fermentaient pour conserver leur récolte, ce qui produisait de l'alcool, puis ils le consommaient en mangeant du riz. Une mutation génétique a fait que certains d'entre eux manquaient d'une enzyme décomposant l'alcool, ils ne le toléraient pas et mangeaient donc moins. À long terme, ces personnes vivaient plus sainement et tenaient mieux l'alcool que les autres, qui en consommaient de plus en plus jusqu'à mourir prématurément de dommages au foie. La santé des Asiatiques se dégrade et au début du XXe siècle, la bière a mauvaise réputation à cause de ses effets sur la santé. Les États-Unis voient les Allemands et les Irlandais consommer de l'alcool sans souci, tandis que les colons anglais puritains s'en abstiennent religieusement. L'Église protestante avait déjà prêché contre la consommation d'alcool dès ses débuts. Martin Luther avançait que l'alcool diminue notre vigilance dans la lutte contre le diable. Vers la fin du 19e siècle, un mouvement se forma en Amérique pour lutter contre l'alcool, la boisson des démons. Les citoyens respectueux de la Bible considéraient que toutes les boissons alcoolisées avaient un effet nocif sur la santé, mais surtout sur la moralité publique et sociale. Mais en réalité, boire de la bière peut aider à soulager les tensions.
En 1985, il y a une histoire incroyable avec un jeune homme qui a menacé les pilotes d'un avion norvégien avec une arme et qui exigeait de parler au Premier ministre. Mais l'une des stratégies mises en place par la police était de lui proposer encore et encore plus de bière pour qu'il se détende, je suppose, et qu'il finisse par libérer les otages. Et une fois que seul l'équipage resta à bord, il échangea son arme contre une dernière caisse de bière. Dans ce cas, la bière a sauvé des vies. Les prohibitionnistes ciblent en réalité l'eau-de-vie et non la bière. Mais elle le deviendra pendant la Première Guerre mondiale. Les troupes américaines affrontent les soldats allemands et la plupart des brasseurs étant d'origine allemande. La bière devint également l'ennemi. En 1919, une loi interdisant toute consommation d'alcool est adoptée. Les fûts de bière sont détruits et les brasseries fermées. L'alcool est même encore interdit dans certains pays pour des raisons religieuses, notamment dans les pays musulmans dont l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan et les Émirats arabes unis. Mais même les États-Unis, le pays saint, interdisent encore aujourd'hui la vente d'alcool. Mais les gens chercheront toujours à contourner ces interdictions. Pendant la Prohibition, l'alcool était vendu en pharmacie à des fins médicinales. En 10 ans, la chaîne de pharmacie Walgreens est passée de 20 établissements à 520. Les croisières deviennent à la mode, car on peut encore y boire hors des eaux territoriales américaines. Les croisières sans destination deviennent très prisées et les petites bouteilles d'alcool se glissent partout. Une économie souterraine prospéra et dans les bars clandestins appelés speakeasy, bière et eau-de-vie coulent à flot. On estime qu'environ 35 000 de ces établissements étaient en fonctionnement aux États-Unis pendant la Prohibition. Le succès d'Al Capone, un gangster de Chicago, fut facilité par les speakeasy. Le crime organisé profite le plus de cette interdiction. Alors que seulement 7 Américains sur 100 000 meurent de lésions hépatiques, environ 10 sur 100 000 sont assassinés. La prohibition anéantit instantanément l'activité des brasseries légales. August Anheuser-Busch reprit Budweiser et lança la production de boissons gazeuses, d'aliments pour bébés et de glace pour sauver l'entreprise. Pendant la Prohibition, certaines brasseries ont réussi à survivre en vendant de l'extrait de malt ou de la levure. Ces produits pouvaient bien sûr être utilisés en cuisine comme ingrédients de pâtisserie. Mais ils étaient plus souvent utilisés pour brasser de la bière à domicile. Les brasseries incluaient des instructions pour éviter de produire de la bière par accident. Un des héritiers de la famille Anheuser-Busch révéla que pendant la Prohibition, un de leurs principaux clients était Al Capone, car il avait besoin de levure pour sa production de bière illégale. Après quelques années, le monde politique réalisa que la prohibition engendrait plus de criminalité qu'elle n'en prévenait. En 1933, le président Roosevelt mit fin à la prohibition et marqua l'événement en achetant une caisse de Budweiser. Dès minuit, des brasseries telles qu'Anheuser-Busch reprirent leurs activités, mais peu d'entre elles subsistaient encore. Ainsi, l'industrie brassicole dut être ravivée, et dans ce processus, ce que l'on observe n'est pas seulement le renouveau concernant les techniques de brassage ou la renaissance de ces entreprises, mais également une concurrence intense entre elles, alors qu'elles tentaient de devenir la force dominante de la brasserie américaine. La disparition des brasseries aux États-Unis fut dramatique et sans précédent dans le monde. Mais en Europe aussi. L'industrie de la bière a subi les mauvaises récoltes et les 2 guerres mondiales. Les petites brasseries en particulier ne résistèrent pas. Aujourd'hui, d'énormes sociétés dominent l'industrie de la bière. Les 10 plus grands groupes brassicoles fournissent les 2/3 de la bière mondiale. Ce qui intensifia la concurrence et poussa les brasseurs à explorer de nouvelles stratégies pour gagner et fidéliser les clients. La brasserie irlandaise Guinness est la première à donner une image à sa marque. Avec la harpe Guinness déposée en 1862.
L'entreprise créa l'un des plus anciens logos de brasserie du monde. Elle figure toujours sur les étiquettes des bouteilles de Guinness. La brasserie Guinness est également l'une des premières à utiliser des étiquettes en papier avant que d'autres ne décident de s'y mettre. Les marques et les logos façonnent notre monde. Par exemple, Guinness Texas, Heineken et son étoile rouge ou Carlsberg et son écriture verte incurvée. Nous sommes conditionnés ainsi et la majorité des publicités consiste à créer ces associations et faire connaître la marque. Mon Dieu. L'industrie publicitaire s'amplifie après la Seconde Guerre mondiale et les cigarettes et les bières deviennent des machines à relations publiques. Dégustez une Budweiser, la bière la plus alléchante que vous n'ayez jamais goûtée. Il s'agit de véhiculer un certain art de vivre et une attitude. Après la guerre, les géants occidentaux de la bière voyaient la liberté et le bonheur comme des valeurs essentielles. Les brasseries font également du sponsoring. Championnat du monde de football, Jeux olympiques ou le Super Bowl sont tous sponsorisés par des brasseries. Le nombre de spectateurs est énorme et offre aux marques une exposition massive, ce qui renforce l'influence de ces grandes marques et fait exploser les ventes. Cependant, la production de masse a souvent affecté la qualité et la diversité, ce qui pousse à certains amateurs de bière à défier les géants de l'industrie. Un mouvement de bière artisanale fut lancé à travers le monde. Nous connaissons tous la Pilsner, nous savons ce qu'est une bière de blé et peut-être même une stout dans un pub irlandais, mais c'est à peu près tout, alors qu'il existe et a existé différents styles de bière. L'objectif est de faire revivre et de réinterpréter certains d'entre eux, d'ajouter des saveurs avec de nouvelles variétés de houblon. C'est ça qui est amusant, faire découvrir aux passionnés des facettes complètement différentes de la bière. Les nouveaux venus sont loin d'égaler leurs principaux concurrents, mais ils créèrent une niche dans le secteur brassicole, offrant aux amateurs de bière une toute nouvelle expérience de dégustation. Les origines de la bière artisanale se trouvent aux États-Unis, grâce au président américain Jimmy Carter, qui signa un projet de loi en 1978, légalisant le brassage de la bière à domicile. Dès que le président signa cette loi, les gens achetèrent de la levure de boulanger et des petites bouilloires à travers le pays. Installés dans leur cave ou leur garage, ils tentaient de brasser leur propre bière en ayant une toute nouvelle vision de cette boisson. L'un des brasseurs amateurs les plus connus et le successeur de Carter est Barack Obama, qui brassait 3 types de bières différentes et préférait la douceur à l'amertume. La porter au miel et la ale au miel sont issues de la brasserie présidentielle. Puis ce mouvement commença à se répandre à travers le monde. Les brasseurs artisanaux recherchent de nouvelles expériences gustatives. Pour cela, ils se sont donc tournés vers des types de bières en partie centenaires et depuis longtemps démodés. Le marché de la bière comptait de nombreux types et spécialités régionales, mais s'est estompé au XXe siècle. Ces produits n'avaient pas leur place dans les grandes entreprises car elles ne rapportaient pas assez d'argent et elles ont donc disparu. L'engouement du public pour la durabilité, allié à une nouvelle conscience sanitaire, influence également les grandes brasseries, et un des résultats de cet engouement fut la bière sans alcool. De nos jours, nous avons de nombreuses bières sans alcool, car il y a des gens qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas boire mais qui apprécient le goût et l'arôme de la bière. Donc c'est une bonne solution pour eux. Les bières sans alcool occupent aujourd'hui 5% du marché total de la bière en Allemagne, l'un des pays les plus amateurs de bière. Les bières sans alcool atteignent également de fortes parts de marché en Asie où l'intolérance à l'alcool est répandue et aux États-Unis. Même si la prohibition a échoué à empêcher la consommation d'alcool, elle a au moins réussi à sensibiliser aux effets nocifs de l'alcool et a également conduit à une réduction de la consommation d'alcool, même chez les jeunes.
Les brasseurs doivent adapter cette boisson séculaire aux nouvelles exigences du marché pour assurer l'avenir. Les intolérances au gluten sont de plus en plus courantes. On pourrait se tourner vers la bière de riz d'Asie ou la bière de maïs du Mexique, car les ingrédients eux-mêmes sont sans gluten. Mais le goût est différent de ce à quoi les Européens sont habitués. Il faudra poursuivre les recherches pour créer un goût typique de bière sans gluten. L'ascension de la bière a peut-être été freinée, mais elle reste un élément essentiel de notre quotidien. Rien ne vaut une bière. Ma préférée. Elle s'adapte aux nouvelles circonstances et affirme ainsi sa position de boisson la plus répandue au monde. Un nombre incalculable de variétés ont évolué pendant près de 10 000 ans et ces dernières années, la bière a connu un véritable engouement. La bière artisanale a réinventé la bière d'une certaine manière. Depuis des millénaires, la bière est savoureuse, rafraîchit et rassemble. Elle continuera d'évoluer au rythme du progrès des époques et restera sans doute l'une des boissons les plus appréciées.